Alors, bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus. Je pense qu'il y a excusez-moi, avant de commencer d'aller plus loin, je pense qu'on entend des voix. OK. J'entends parler en arrière-plan. Est-ce Je qu'il sais est pas. possible d'enlever mon micro, s'il te plaît, parce que je suis dans une salle, dans un lounge, Ah, puis je suis pas OK. seule. Mais j'arrive pas à l'enlever, s'il te plaît. Le tien est fermé. Je le Ah, vois qu'il est fermé de mon côté. Fait que je peux pas faire plus, je pense. alors Désolée. c'est pas moi. Non, il y a quelqu'un d'autre là qui. Puis c'est pas moi non plus. Je suis toute seule avec mon chat. Fait que c'est pas moi. Mais en tout cas, OK, on va continuer. Donc, je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue au 9e épisode du balado autour du traducteur qui a comme principale préoccupation le traducteur ou la traductrice. Nous allons regarder aujourd'hui en compagnie du concepteur de Diatopix, l'incontournable Diatopix. Alors, je vais juste arrêter un petit peu parce que ça devient. Il n'y a pas moyen de Par la fermer la fenêtre des porte? participants, Oui, la on fenêtre est peut, on, partie. on peut mettre les gens sur silence, normalement. OK, je vais vérifier parce qu'elle semble. J'ai Yasmina. Ah, Yasmina. Je vais désactiver, c'est peut-être Yasmina. Oui, voilà. OK, merci beaucoup. Très Alors, c'est correct. Merci. Alors, je reprends. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de Patrick Drouin, qui est le concepteur de l'incontournable Diatopix. Je dis incontournable parce que aujourd'hui, les traducteurs, plus que jamais, sont appelés à traduire des textes compliqués, euh, très techniques, scientifiques. Et on l'a vu pendant la pandémie, la recherche a explosé, la recherche médicale. Et avec toutes ces publications-là qui sont arrivées, la terminologie s'est imposée tranquillement, pas vite. Du côté anglophone, elle s'est faite, puis tranquillement, pas vite, il y a eu de la terminologie qui est apparue dans les différentes langues. Et là, ça pressait, il fallait que ça soit dans toutes les langues du monde entier. Monsieur Barabé, qui était avec nous la dernière fois, nous a dit qu'il y avait 7100 langues vivantes actuellement. Alors, c'est fou, là. Alors, on va se concentrer sur notre réalité à nous, qui est le français et l'anglais. Et je vais demander à Patrick de se présenter son pedigree, puis de présenter ensuite son outil, puis comment c'est arrivé. Alors, Patrick, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? C'est une bonne question. Un peu de La- tout. J'ai une formation de traducteur à la base à l'Université Laval, donc un baccalauréat en traduction à l'Université Laval. J'ai fait une maîtrise en terminologie à l'Université Laval sous la direction de Pierre Auger, qui a remplacé en fait Guy Rondeau, je pense, à son décès. Ah, oui, oui, oui. Donc, j'ai étudié avec lui, avec Jean-Claude Boulanger aussi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique quand j'ai travaillé avec Pierre, puis à l'utilisation j'ai appris à programmer. Donc, l'utilisation de l'ordinateur pour l'extraction automatique de termes commençait à me travailler à ce moment-là parce que je me disais, en bon paresseux, c'est pas vrai que je vais faire ça à la main, il doit y avoir une façon de faire ça automatiquement. Donc, c'est là où l'idée a germé. Et puis ensuite, je suis venu à l'Université de Montréal où j'ai étudié sous la direction de Monique Cormier, qui s'occupait de l'aspect terminologique de ma thèse, et Didier Bourrigaud, qui était à l'Université de Toulouse, le Mirail, qui s'occupait des aspects informatiques, donc où j'ai travaillé sur l'extraction automatique de termes. Pendant mon doctorat, j'ai mis tout ça en veilleuse un petit peu, puis je suis parti travailler chez Nortel, en fait. Donc, j'ai travaillé chez Nortel à la mise en place d'une infrastructure qui s'appelait le Nortel Standard English, donc d'anglais contrôlé. Et ça impliquait la mise en place de systèmes de traduction automatique, systèmes de traduction assistée par ordinateur. Et ma responsabilité, moi, était la conception d'une banque de terminologie en 7 langues et l'alimentation automatique des dictionnaires pour la rédaction contrôlée, pour la traduction automatique et pour les mémoires de traduction.
Et puis après, ben, je suis revenu finir avec les débords de Nortel. Là. Je suis Ah, c'est dans ce revenu. temps-là, oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et Ah puis, oui. bon, en même temps, je m'éloignais un peu de ce que je voulais faire dans la vie et je suis revenu en poste à l'Université de Montréal autour de 2002, je pense. Donc, OK. ça vient de faire 20 ans que je suis là. Et je suis co-directeur de l'Observatoire de la linguistique sans texte que j'ai dirigé pendant 7 ans, je pense, avant, qui était dirigé par Marie-Claude Lhomme. Mhm. Donc, c'est un laboratoire multidisciplinaire qui s'intéresse à la terminologie, à la lexicographie, donc la traduction, la linguistique, la didactique du lexique et les gens en sciences de l'information. Donc, on est un laboratoire multidisciplinaire et je conçois des outils. Donc, j'essaie de faire des outils pour les traducteurs et pour les terminologues. Donc, je m'intéresse particulièrement à l'extraction automatique de la terminologie et aussi à la variation dans le temps et dans l'espace, la terminologie diatopics et l'aspect variation dans l'espace. Et je travaille sur la variation dans le temps. Donc, depuis quelques années, je m'intéresse au dépistage de la néologie, mais ce n'est pas simple. Donc, ça, c'est. Oh mon Dieu, pendant la pandémie, ça devait être quelque chose. Ouais, c'est pour ça que c'est pas simple et c'est pour ça que c'est pas aussi avancé qu'on voudrait, malheureusement. OK. C'est ça que vous Euh, appelez la diachronie. Angélique parlait de ça. Là. Ça, c'est l'évolution dans exactement. le temps, hein, c'est Oui, ça? c'est ça. OK. Donc, Angélique a travaillé sur cet aspect-là. J'ai un projet de recherche financé par le Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada qui porte sur le dépistage automatique de la néologie en français québécois. Donc, on n'est plus Hmm. en terminologie, mais on est juste en français québécois en général. Et Ah, donc, je travaille sur cet aspect-là, mais j'ai de la difficulté à m'éloigner de la terminologie. Là. Je reviens tout le temps, c'est mon data principal. Donc, parce que lexicographie et terminologie, ça va main dans la main, là. Je veux dire. ben, oui, c'est ça, il y a des intersections. Puis une des choses sur lesquelles je travaille, c'est la description du lexique spécialisé en général. Donc, avec une collègue de l'UQAM, on a fait, avec des collègues de Grenoble, j'ai fait un truc qui s'appelle le lexique transdisciplinaire, donc qui est pour but d'isoler le lexique qui sert dans tous les domaines scientifiques. Oh, Un peu le lexique de l'argumentation dans les thèses. Là. eh, mon Donc, Dieu, ah, mon, il faut falloir. il OK. est en ligne, Eh, il est consultable. OK. Puis là, on a fait la même chose au niveau du primaire avec une collègue de l'UQAM, Ophélie Tremblay. On a essayé d'isoler le groupe, le bassin lexical dont les enfants ont besoin pour le restant de leur cours. Donc, Primaire, du secondaire. primaire, secondaire, cégep, université. Là. Donc, par OK. exemple, le mot analyse, ils vont l'apprendre tôt. Ben, ce serait bien Oui. qu'ils apprennent le bon sens et qu'ils OK. comprennent l'idée de la polysémie. Donc, je travaille sur trouver ça automatiquement et Ophélie s'intéresse à la description. Donc, on n'est jamais loin de la lexicographie, de la terminologie. Là, ça se recoupe tout le temps dans ce que je fais. Moi, je me rappelle quand on était, parce que nous, on s'est côtoyés à l'université. C'était comme Oui, l'autre fois avec, avec Donald Barabé. Je me suis rendu compte qu'on avait fait notre cours quasiment les mêmes années. Puis là, on s'est côtoyés sans se connaître. La même chose avec vous. C'est ça. Bon, mon Dieu, j'ai perdu mon idée. Fait que ça va me revenir de toute façon, là. Fait que c'est ça. Donc, Diatopix est arrivé à un moment donné dans tout ça, dans ce beau parcours professionnel-là. Qu'est-ce qui l'a amené ben, Diatopix n'a pas commencé de façon professionnelle. Diatopix a commencé. Je voyais des gens qui travaillaient sur l'exploitation des moteurs de recherche pour la recherche en traitement automatique de la langue. Ils s'intéressaient à l'aspect temps. Et moi, je me suis dit, ben, je vais regarder ce qui est disponible dans les moteurs de recherche. Ça pourrait nous servir en terminologie. Pour l'aspect temps, variation dans le temps, je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'on pouvait interroger les moteurs de recherche sur la base des domaines, des noms de domaines. Et les noms de domaines, théoriquement, correspondent à des pays. Théoriquement, parce Oui. qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Mais, Mhm. et là, je me suis dit, ben, on va essayer de faire ça. Donc, je dis qu'il n'est pas venu au monde de façon scientifique parce que je me suis installé devant la télé avec mon ordinateur portable, puis j'ai codé la première version de Diatopix en utilisant Yahoo. Donc, je l'ai fait un peu par plaisir pour voir qu'est-ce que ça donnerait, puis finalement, ça fonctionnait. Ça OK. donnait des choses intéressantes. Donc, on a eu la version 1 de Diatopix qui était construite sur Yahoo. Euh,
Ça, c'est autour de 2015 de mémoire. Ensuite, on s'est dit, ben, on devrait peut-être utiliser Google, il est pas mal plus performant qu'Yahoo. Yahoo était Oui, un il peu s'est imposé un petit peu en ouais, arrière, là, en en- perte de vitesse. en perte de vitesse et Google indexait l'Internet, ben, le web plus rapidement. Donc, on a migré à Google avec la version 2. C'était toujours mon interface plus ou moins bricolée qui était là. Je suis un concepteur d'outils, mais pas un concepteur d'interface. C'est un autre monde. Moi, Oh, j'ai vu c'est ça ça. avec Traduit, justement, parce que j'ai collaboré bénévolement avec Simon Macduff. Puis, il me dit exactement la même chose. Il dit, moi, tout ce qui est l'interface, le marketing aussi, les relations avec les clients, tout ça, là, il dit, non, moi, il dit, c'est codé, puis faire de la Ouais. programmation. C'est votre passion, hein? Je pense que c'est ça, vous êtes... Oui, c'est un autre monde, là. c'est un autre monde, C'est hein, un c'est autre ça. monde. On avait la chance d'avoir à notre laboratoire de recherche Benoît Robichaud, qui Mhm. est chargé de cours à l'Université de Montréal pour tout ce qui touche les outils des langagiers, mais qui est aussi assez doué en conception et programmation d'interface. Et il a Ah, fait la version 3 des Atopics. L'interface qui est là présentement a été conçue par Benoît. En fait, il a tout réécrit, Zetopix, là, au complet. Donc, la version 3 est l'œuvre de Benoît, là, selon une idée que moi j'avais eue. Donc, d'où vient le nom Diatopix? ça vient de la variation diatopique. Donc, la variation diatopique étant la variation géographique dans l'espace de la terminologie. Au laboratoire, on a plein de serveurs qu'on nomme Idéfix, Alambix, Falbala. C'est Et pas je me suis dit, vrai. ouais, donc ils Ah! portent tous des noms des personnages d'Astérix. Puis je me suis dit, ben, c'est diatopique, ça irait bien. Ben oui, absolument. C'est vraiment. Oui, on le retient, nous, on ne le comprend pas, le Diatopix, comme vous le comprenez, mais personne n'a de mal à s'en souvenir, là, parce que c'est ça, ça fait écho, ça résonne là, dans chez tout le monde. Là. C'est bien. Ah, c'est fantastique. Alors là, c'est ça, vous êtes. Quand vous avez fait votre première version par un beau soir avec votre ordinateur, combien de temps s'est écoulé entre ce moment-là, vous avez codé, puis vous vous êtes rendu compte que c'était fonctionnel, puis une première version, une première mouture de Diatopix, ça s'est fait en quelques jours, en Ah oui, quelques c'est une semaines? question de jour. C'est une question de Ah jour. oui? Ben, on avait tout ce qu'il fallait pour le mettre en ligne assez rapidement. J'avais pris Ah, l'habitude de développer en PHP aussi, qui est un langage de programmation qui permet de faire des interfaces web rapidement. OK. Donc, puisque ce n'est pas le meilleur langage de programmation pour programmer, mais pour faire du web, il est parfait. OK. Donc, j'avais déjà une version qui produisait des pages web de Diatopix. Donc, le mettre en ligne, ça a été juste de le déplacer de mon ordinateur au serveur du laboratoire et ça s'est mis à fonctionner. Donc, Donc, vous parlez du langage PHP et maintenant, si Benoît a tout réécrit, ça veut dire que vous n'êtes plus dans le langage PHP aujourd'hui. C'est ça? il l'a réécrit en Écrit en PHP. PHP aussi? Ouais, il OK. l'a réécrit en PHP. Il a changé le fonctionnement pour qu'on puisse ajouter des langues plus facilement et rajouter des territoires plus facilement. Ce qu'on n'a pas fait, mais qui pourrait se faire. Donc, on l'a repensé pour qu'il soit plus dynamique. Et il y a aussi une bonne couche de langage qui s'appelle JavaScript qui permet d'aller interroger les moteurs de Google. Donc, la façon d'interroger les moteurs est dynamique alors qu'avant, elle était statique. Ça, c'est un langage que moi, je ne maîtrise pas bien. OK. Mais c'est pas mal, c'est vraiment pas bien. Benoît le comprend, le manipule bien et ça lui permet de générer des graphiques. D'ailleurs, on voit quand on interroge Diatopix que les graphiques se construisent là, au fur et à Oui, mesure qu'il oui, reçoit des résultats. C'est parce que exactement. c'est interactif avec les moteurs de Google. Et moi, je ne sais pas comment faire cette couche-là. Donc, OK. on a un PHP devant et JavaScript qui parle à l'interface de programmation de Google. Mais justement, quand j'étais en contact avec Simon Macduff, il a eu il a passé un peu comme, il avait, je sais pas, commencé à traduire en langage C, puis il est obligé de tout refaire en Java. Il a tout refait en Java. Donc, il y a eu comme une période où Java s'est imposé, là, c'était le langage par C'est- excellence. C'était un langage très populaire de programmation dans les années autour de 96-97. Oui, c'est Il ça. est tombé en désuétude au début des années 2000. Plus personne ne l'utilisait et il est revenu
En force. Il est rené de ses cendres Ouais. dans les années 2010 et il est devenu maintenant la base d'Internet qu'on ne voit pas, mais qui permet une interactivité dans les pages web qu'on n'avait pas avant. Donc, quand on OK. commence à taper et qu'on a des suggestions, c'est parce que JavaScript est en train d'échanger des données en arrière-plan. OK. Donc, ça a été vraiment une renaissance et puis un apport important Ah, là, je commence à à la comprendre pourquoi technologie Simon me parlait d'Internet. de ça, là. Il avait l'air, des fois, il dit, c'est tout le travail que j'ai eu à faire, c'est parce que il était comme mort. Les gens l'avaient un peu enterré, si on peut dire. C'est Puis là, ça, il oui. est revenu en force, alors les gens n'ont pas eu de choix, là. Je vois des choses. J'ai fait faire un petit test pour savoir quelles étaient les préoccupations des gens par rapport à Diatopic. C'est une des grosses, une des réponses une des questions qui a été le plus, les gens ont plus répondu, c'est ils veulent savoir si vous allez mettre au point une stratégie de contournement des contraintes qui nous sont imposées par Google depuis 2020, décembre 2020, je pense. Oui, vous excuserez les bruits en arrière-plan, c'est mon Il chat n'y a qui veut pas de qui veut souci. mon attention et Ah, qui ne on va l'aura peut-être le pas, voir mais passer devant l'écran aussi. c'est On est fort habitué. possible. Donc, elle a beau pleurer, elle n'est pas maltraitée, elle va bien. D'accord. En fait, ce que j'ai compris hier de la documentation, on est retourné, Benoît et moi, hier soir, dans la documentation de l'interface de programmation de Google. Et si on a compris comme il faut ce qu'on a lu, il n'y a plus de limite aux requêtes, au nombre de requêtes. Donc, Mhm. et ce qui me fait penser qu'hier, j'ai fait pas mal d'interrogations et je n'ai pas eu de message qui disait que je ne pouvais plus l'utiliser. Donc, on dirait que la limitation qui était imposée sur le nombre de requêtes est disparue. C'est drôle parce que moi, aujourd'hui, j'ai interrogé, puis tout à coup, j'avais plus aucun, parce que j'ai Ah, fait plusieurs requêtes, puis tout à coup, mon écran, parce que c'est comme ça qu'il réagit, en tout cas, moi, dans mon cas, là, je ne sais OK. pas, les personnes qui sont présentes pourront peut-être dire autre chose. Puis là, l'écran est devenu blanc quand j'ai posé ma question, puis le graphique, justement, n'a pas OK. été généré. OK, donc on a mal interprété la documentation. On va y retourner. OK. Donc, mais la réponse, c'est non. On n'a pas trouvé de façon de contourner cette chose-là, malheureusement. J'ai essayé hier de contourner avec un VPN et malheureusement, il ne répond juste pas quand on met un VPN. Donc, Google, je pense, nous voit venir et nous intercepte. OK. Donc, non, pour le moment, on n'a pas trouvé de façon d'enlever cette limite-là et de contourner cette limite-là. C'est apparu, ça, avec une migration de la version 3.1 à la version 3.2 quand Google a changé son interface de programmation et sa façon de comptabiliser les requêtes. Et Diatopic, ça en fait plusieurs. Donc, quand on fait une requête, par exemple, sur un mot, il y en a, si j'ai 5 territoires à explorer, ben, j'ai au moins 6 requêtes qui vont être faites. Donc, il y a toujours le nombre de territoires plus 1. Et le total monte vite. Et si j'ai 2 mots, ben, je suis déjà rendu à 12 requêtes là, pour une interrogation. Donc, si je comprends bien, une astuce qui sort de ce que vous venez de dire, c'est de bien cibler au départ le territoire parce que l'erreur, moi j'appelle ça une erreur entre guillemets. Moi, généralement, je cible le Canada, puis après ça, si je n'ai pas beaucoup de réponses ou si je ne suis pas satisfaite des réponses, je prends francophonie, le premier onglet. Donc, ça fait comme 2 requêtes là, automatiquement. Ou francophonie, ça fait toute la francophonie, la Suisse, la Belgique. C'est l'ensemble des pays. Ouais. Donc, OK, ça fait ça 6 c'est pas une requêtes. requête. Ça, Ah c'est pas non? une requête séparée. 1, 2, 3. On en a une par pays et ensuite, on a une autre requête pour francophonie qui est sans contrainte de territoire. OK. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on peut. C'est la requête initiale pour générer les graphiques qui est très gourmande et qui demande beaucoup de requêtes. Donc, OK. on n'a pas. Donc, Et si on rajoute des pays, ben, on va diminuer le nombre de requêtes qu'on va pouvoir faire au total. Donc, on est un peu pris là, dans ce scénario-là présentement. donc, idéalement, c'est de s'en tenir à un territoire si on sait quel type de français qu'on veut utiliser. Dans le cas du français, là, j'entends. Ouais. On a la même chose en anglais aussi. Vous avez tous les types d'anglais, australien, américain. Exact. Mais en même temps, quand vous interrogez, vous n'avez pas le contrôle sur l'interrogation. Nous, on interroge tous les pays Mhm. par défaut. Donc,
Ça, malheureusement, c'est hors de contrôle. Mais après, quand vous passez dans les onglets, là, c'est des requêtes supplémentaires, je pense. OK. Ouais. La gestion de l'interface de programmation est un peu complexe et c'est notre grand problème. Non. Ça va nous Oui, prendre un autre joueur que Google, peut-être, là, pour trouver une façon d'interroger ça de façon. Peut-être qu'on pourrait regarder du côté de DuckDuckGo, là, s'ils nous permettent de. on entendait parler beaucoup, oui. C'est un Ouais, autre moteur de recherche très prisé, là. ce serait peut-être une solution. J'ai pensé hier à une solution d'enlever une requête pour chaque interrogation, mais ce n'est pas ça qui va faire une grosse différence, malheureusement. OK. Ouais. D'accord. Parce qu'on était vraiment gâtés, là, jusqu'en décembre 2020, là, on pouvait en faire tant qu'on voulait. Fait que, Oui, désolé, mais. non, non, c'est correct, là. On l'apprécie encore plus. On peut l'avoir. S'il y en a qui ont des questions à poser à Patrick, des commentaires, des observations? Pas encore? OK. Ah, on t'entend. Ah, OK, attends un petit peu, je vais t'en donner ton. C'est-tu moi qui ai son micro? Ah, OK. OK. Oui, alors moi, ce que j'ai remarqué ici, c'est Diatox 3.2. Je me rappelle avant, quand je l'utilisais, il y avait aussi des courbes. Sur l'ancienne version, Mais là, c'est simplifié. Je ne vois pas quand, par exemple, je cherche marchand versus détaillant, je mets Go. OK. Ah, ça ne marche plus maintenant. Oh, je peux peut-être projeter mon écran, puis on Oui, verra. attends, je vais juste vérifier oui, si je j'ai ne sais pas bien pourquoi. donné les partagés d'écran. Je vais vous donner les. OK, vous pouvez y J'ai le aller. droit, Vous ouais. avez le droit, oui. Donc, les courbes qu'on a, je ne me souviens plus exactement de quoi OK. avaient l'air les courbes avant, malheureusement. Mais on a représenté les graphiques qui étaient en courbe, on les a représentés en barres, donc en graphique, en histogramme comme ça. Une des raisons, c'est que pour utiliser des courbes, il faut que les valeurs soient continues et là, on représente des valeurs discrètes, donc des résultats ponctuels. Ce n'était pas la bonne façon de représenter les résultats. Donc, on est allé vers des histogrammes, mais ça donne les mêmes proportions. Normalement, les proportions sont respectées entre les courbes qui étaient là et les histogrammes qui sont là présentement. Peut-être que le nombre qui apparaît va être différent, mais la proportion entre les deux résultats est la même. Donc, déjà, juste à regarder, là, on voit que bitume puis asphalte, c'est asphalte qui l'emporte. C'est ça. Exact. Il y a certains pays où on va avoir plus de bitume. Là, on va avoir, on voit qu'au Canada, bitume est très, très peu présent. Oui. Donc, je peux peut-être expliquer comment on arrive à ces résultats qui sont ici. Donc, ce qu'on essaie de déterminer, c'est le nombre de pages totales dans Internet en français. Et on y va par une approximation en cherchant le nombre de pages qui comprennent la chaîne 2. Et on en trouve ici 2 milliards 140 millions de pages. Et dans ça, donc ça devient notre ensemble de références. On sait qu'il y a 2 milliards 140 millions de documents en français. Où on part de ce point de vue-là. Hein, on est toujours tributaire des résultats de Google. Et on sait qu'on trouve 27 500 000 avec asphalte et 8 840 000 avec bitume. Et bon, le résultat ici, c'est toujours qu'il y a 41 des pages qui ont bitume sur cet ensemble de références-là. Donc, c'est toujours une division de ce nombre-là par ce nombre-là. Et on voit que bitume est plus représenté en France qu'au Canada, où c'est le plus bas. Et parfois, moi, ce que je remarquais, c'est qu'on avait des résultats contraires de ce qu'on trouvait dans le GDT. Le GDT, par exemple, je prends cet exemple-là, on aurait pu avoir bitume qui était recommandé par le GDT, puis asphalte en deuxième position. Mais là, on voit que l'usage, c'est exactement le contraire. Alors, moi, je trouve que c'est très parlant parce que c'est l'usage, bitume autant qu'asphalte sont très corrects en français. Puis, je vais avoir tendance à proposer au client asphalte en lui disant, même si c'est dans le GDT, c'est bitume, regarde, on voit bien que c'est asphalte qui se dit au Canada. Oui, la différence, c'est que notre ensemble de références n'est pas le même, c'est Internet. Donc, Internet a peut-être son propre vocabulaire, je ne sais pas en fait. L'usage qu'on peut décrire, nous, c'est l'usage dans Internet.
Mais effectivement, je sais que l'Office utilise Diatopics pour faire des recherches. Ça ne veut pas dire qu'ils corrigent là, les entrées parce que eux, leur visée n'est pas la même que la nôtre. Non, c'est ça, Mais, exactement. ouais. Et ce graphique-là, lui, est carrément en pourcentage. Donc, il y a 36 de l'usage de bitume qui est français, 27 qui est luxembourgeois, 17 qui est suisse. Et donc, ça, c'est un 100 sur l'ensemble de l'usage pour une des formes et pour l'autre. Tandis qu'ici, ce sont des ratios pour l'ensemble de ce territoire-là. Je sais que c'est un peu... Parfois, les chiffres sont un peu déroutants. J'ai beaucoup de questions sur... Pas beaucoup, j'ai parfois des questions sur comment interpréter ces chiffres-là. Donc, c'est pour ça que je voulais vous les présenter. Je pense que Yasmina, tu avais une autre question à poser. Est-ce que tu veux la poser? En fait, comme je suis dans un endroit où il y a d'autres personnes, je les ai écrites parce qu'il y a quand même pas mal de bruit ici. Hein. Ah, OK. Donc, OK. et vous enregistrez le tout. Oui, Donc, et c'est c'est pour ça. la fin de la présentation que j'avais posé ces questions. D'accord. Merci. Alors, d'accord. Alors, je vais refermer ton micro. Tu le fermes, Oui, Yasmina? oui, ferme-le s'il te plaît. Ah, OK. Merci. Voilà. Alors, Yasmina demande, est-il possible de fournir à la fin de votre présentation les liens vers les 2 réalisations que vous avez mentionnées au début? Terminologie. Thermostat et, Je sais et pas. le lexique transdisciplinaire, je pense. Hein? Je ne sais pas si c'est ça que veut dire. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Les 2 réalisations? Attends un petit peu, je vais te redonner, là, juste, même si c'est... OK, vas-y, Yasmina. C'est bien ça. OK. Merci beaucoup, hein, monsieur. Merci. Oui, il n'y a pas de problème. Je pourrais vous les donner, les deux liens. Donc, à la fois pour Thermostat, qui est l'extracteur de termes multilingue, qui est mon petit bébé là, depuis des années, et Lexitrans, qui est un chantier. Donc, c'est la description du lexique transdisciplinaire. Ça, c'est un work in progress. Là. Donc, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes pour le langage scientifique. C'est fait à partir de thèses et d'articles. Donc, ce n'est pas du technique. Mais oui, c'est possible que vous arrêtiez d'avoir des résultats parce que vous tombez sous la contrainte du quota personnel de 24 heures là, pour les requêtes de Google. Donc, à partir du moment où il y a trop de requêtes, Diatopics s'arrête de fonctionner, malheureusement. C'est ça. Sans crier gare. Des fois, là, on est en pleine recherche. On a notre texte à livrer dans quelques minutes, puis paf, il nous laisse tomber. Ouais, désolé. Mais non, c'est pas grave. On en profite. Écoute, on fait on sait maintenant, alors on entre plus les résultats, on les consigne, on s'adapte, quoi. Fait que c'est ça. Et puis, il y avait une autre question qui a été aussi, qu'on a posée beaucoup, en fait, qui a suscité de l'intérêt, c'était combien de requêtes par jour? Mais en fait, Patrick, si vous répondez un petit peu à la question, ça dépend le nombre de requêtes, la façon dont la requête est faite, si on ratisse large et tout ça. Oui, c'est ça. Ça dépend du nombre de requêtes qui ont été je pense qu'elles sont liées à celles que vous faites uniquement et pas à celles que tout le monde fait dans Diatopics. Donc, je pense que c'est par personne. Mais là, ça va varier en fonction du nombre de langues. Si on interroge en français, on a plus de langues qu'en anglais. De territoire, pardon, pas de langue, mais de territoire. Donc, en fonction du nombre de territoires, plus il y a de territoires, plus on a fait un grand nombre d'interrogations, moins vous allez pouvoir l'utiliser souvent, malheureusement. OK. Donc, peut-être qu'on devrait retirer des territoires là, pour... Bien, on voulait justement en ajouter. Oui, c'est ça. C'est le sens inverse qui est intéressant. Donc, oui. il y aurait des langues à rajouter aussi. Là, et, Donc, en rajoutant des territoires, comme je prends l'exemple du Cameroun, si on rajoute le Cameroun, donc ça diminuerait le nombre de ça nous requêtes. enlève une requête, oui. Parce qu'on fait une OK. requête supplémentaire. Donc, Si on prend le Maghreb ou... Et si on veut, puisque le Maghreb n'existe pas comme région Internet, mais plutôt des noms de domaine séparés, il faudrait interroger par nom de domaine de pays. Et là, ça ferait exploser le nombre de requêtes. Donc, il faut essayer de contourner Google. L'idée que DuckDuckGo est peut-être exploitable là, indirectement s'ils ont une interface de programmation. Je vais creuser ça avec Benoît, voir si on peut faire par une version qui serait
basé sur autre chose que sur Google. OK. Mm. On ne met pas beaucoup de temps dans Diatopics parce que je mentionnais lors de notre rencontre, il fonctionne, puis puisqu'il n'y a pas d'inscription à Diatopics, on n'a pas trop d'idées de son utilisation. On ne sait pas trop s'il est utilisé. Et là, je découvre qu'il est utilisé. Donc, ça me fait vraiment plaisir de savoir que c'est un outil utile. Et on va peut-être essayer de voir si on peut l'améliorer maintenant qu'on sait qu'il y a un public qui l'utilise. Ah oui, puis j'invite ceux qui sont avec nous ce soir et ceux qui écouteront l'enregistrement à s'inscrire à la page Facebook que j'ai créée aujourd'hui. Ça s'appelle Incontournable Diatopics. Alors, les informations qu'on a ce soir, justement les liens, je vais pouvoir les afficher. Angélique va nous envoyer sa thèse, ou en tout cas le lien vers sa thèse. Alors, toutes ces choses-là, ça va faire vivre la page, puis ça va vous donner une idée justement de l'intérêt que ça suscite, là. C'est sûr. Puis vous faites partie, vous êtes abonné à cette page-là, alors vous allez sûrement intervenir. On va vous poser des questions, on va poser. N'hésitez pas à m'identifier si jamais je ne vois pas passer les questions et à me relancer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puis M. Robichaud peut se joindre aussi. Est-ce que vous pensez je vais lui en parler. Ce serait, s'il veut, là, parce que c'est peut-être il est peut-être plus discret sur les réseaux sociaux que je le suis, là, mais je vais lui en parler. Oui, ou il va me demander de lui faire un résumé, mais bon. Je sais qu'il s'agit de mentionner un problème à Benoît pour qu'il morde dedans et trouve la solution. Ah, c'est un passionné. Ouais, c'est bien. C'est ça. C'est bien. Donc, sans lui, Diatopics ne serait pas ce qu'il est présentement. Et Thermostat aussi, d'ailleurs, qui est l'autre outil. Donc, Thermostat, ça, c'est Diatopics, c'est grand public. Mais Thermostat, c'est pas la même chose. Thermostat est un extracteur de termes en plusieurs langues là, qui est gratuit aussi. La seule différence, c'est qu'il faut s'inscrire. Il est public, vous pouvez vous abonner. Il y a une fonction pour vous abonner, mais c'est tout simplement pour avoir une idée du nombre d'utilisateurs qu'on a. Mais son utilisation est gratuite. On demande de ne pas trop l'utiliser dans un contexte commercial, mais on se fie aux gens pour ne pas vendre des services d'extraction de termes basés sur Thermostat, par exemple. Mais c'est un outil grand public aussi. Ouais. Donc, on croit beaucoup à la diffusion gratuite dans notre laboratoire, là, et des outils et des ressources. C'est-à-dire que les pigistes, moi, je parle plus dans la réalité des traducteurs qui font partie de l'équipe interne et des pigistes. Est-ce que ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Non, si une entreprise l'utilise pour faire des profits, là, c'est pas la meilleure chose, mais pour un pigiste là, qui veut faire l'extraction ou établir la terminologie d'un document avant de commencer la traduction, je n'ai pas de problème avec ça pour cette utilisation. Il est un peu lent, donc pour des courts documents, ça va bien, mais si on lui envoie plusieurs mégaoctets, là, il va ralentir un peu. Il faut faire attention à l'utilisation. Mais je vais migrer vers un nouveau serveur au printemps là, qui devrait avoir des meilleures performances. Donc, c'est ma façon d'optimiser les logiciels, c'est que j'achète des meilleurs serveurs. Oui, Seigneur, oui. Donc, je ne suis pas informaticien, donc ce qui fait que l'optimisation de mon code est plus pénible, donc j'optimise les machines. Mais vous n'êtes pas informaticien, mais vous codez. C'est quoi la différence? Je n'ai pas été formé. Je n'ai pas été formé comme informaticien. J'ai travaillé chez Nortal, j'ai été embauché comme informaticien, mais je me suis formé sur le tas à la programmation. Je n'ai pas eu de cours, sinon un cours ou deux à l'Université Laval là, sur la programmation, mais je n'ai pas de formation officielle comme informaticien. Donc, c'est que je suis traducteur qui n'a jamais traduit ou presque. Je suis informaticien, mais je n'ai jamais fait former en informatique. Et je suis linguiste, mais un peu par la bande. Donc, j'ai un peu les fesses sur 3 chaises, mais sur aucune en même temps. Donc, OK. Non, c'est le meilleur des mondes, ça. C'est comme ça. C'est la réalité aujourd'hui. Moi, je l'aime comme ça. Oui, on est tous un peu comme ça, les traducteurs. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, hier, je m'étais fait une note. Vous avez parlé de datafranca.org. C'était quoi donc? Oui, je suis conseiller scientifique pour le projet datafranca.org, qui est une encyclopédie, en fait,
c'est un grand lexique de l'intelligence artificielle. Le nom officiel de tatafranca.org, c'est le grand lexique de l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas une banque de terminologie à proprement parler, parce qu'on l'alimente avec plus d'informations que juste une définition terminologique. Donc, il n'y a pas de contexte, par exemple, il n'y a pas de définition très carrée comme on peut trouver dans le grand dictionnaire, mais c'est des explications techniques. Donc, on va donner de l'information encyclopédique sur des concepts autour. On va essayer d'expliquer les concepts d'intelligence artificielle qui sont peut-être plus difficiles à avaler. Expliquer, au lieu de mettre une formule, on va expliquer la formule, ce qu'elle veut faire. Donc, on va donner de l'information historique, l'information, on le met dans le contexte culturel aussi. Par exemple, on va parler des créateurs des algorithmes, mais on donne aussi des définitions, là, mais elles sont un peu vulgarisées. Donc, c'est un grand lexique de l'intelligence artificielle en général, mais ça couvre aussi la statistique. On a une passionnée d'intelligence artificielle avec nous, Lucie. Est-ce que tu aurais des demandes là-dessus, des observations à faire par rapport à l'intelligence artificielle? Il n'y a rien qui me vient en tête pour le moment, mais je vais l'écrire dans le chat si j'ai une question. Moi, il y en a une qui me vient, c'est Internet des objets. C'est ça? Tu parlais… Oh, oui, dans le fond, c'est un de mes exercices pour la séance de demain, mais qui n'a pas été retenu. On s'est rendu compte, Patrick, que l'intelligence artificielle fait peur aux traducteurs ou je ne sais pas, il y a comme… ça les intimide, je dirais, c'est ça. Ils sont intimidés par l'intelligence artificielle. Pourtant, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de traductions là, actuellement. Oui, mais ce n'est pas simple. La terminologie n'est pas simple. C'est justement pour ça, en fait, l'idée derrière DataFranca, c'est d'essayer de vulgariser cette chose-là. Un des problèmes qu'on a beaucoup à DataFranca, je dis « on » parce que je travaille systématiquement avec quelqu'un qui s'appelle Claude Coulombe. Claude Coulombe, que vous connaissez peut-être comme étant le père du correcteur 101, si vous avez utilisé le correcteur 101, oui. Donc qui a lancé les idées derrière Antidote aussi. Ouais. Donc, Claude a une formation en intelligence artificielle. Donc, on travaille toujours ensemble. Il est l'informaticien qui m'explique les contextes et des concepts et moi, j'essaie de les vulgariser. Là. Donc, on travaille ensemble à faire ces choses-là. Et un des problèmes qu'on a beaucoup, c'est le flou terminologique entourant les termes en anglais. Les termes en anglais sont mal définis et ils ne sont pas transparents. Il y a des termes qui veulent dire tout et n'importe quoi. Et en anglais, ils les utilisent et ça ne semble pas trop poser problème. Ouais. Mais quand on veut les traduire et qu'on veut être précis, ce n'est pas simple. Donc, nous, on essaie de trouver des équivalents qui sont plus transparents. Donc, on va nommer les choses par des paraphrases des fois. Au lieu d'appeler… donc, ils ont nommé un paquet de modèles de langue, Bert, Ernie, Roberta, Camembert et compagnie. Ben, nous, on essaie de trouver une terminologie française qui est plus transparente pour nommer les choses, qui va nous dire ce que ça fait. Évocatrice, qui évoque des choses… OK. Oui, donc c'est un peu la vocation de DataFranca, c'est de mettre en place une terminologie francophone de l'intelligence artificielle pour rattraper le retard, mais aussi pour éviter que les termes en anglais soient utilisés en français, ce qui est souvent le cas. Mais c'est ça, moi, qui me surprend, c'est qu'on a ce souci-là, nous, parce que j'ai étudié, encore au printemps dernier, j'étais à Milan pour étudier l'italien. Là, j'ai étudié un peu le portugais quand je suis partie au Brésil. Je me rends compte que pour beaucoup de pays, l'anglais en informatique, il n'y a pas de problème là. Mais nous, ça semble être un problème pour les… en Italie, c'est computer, puis en tout cas, c'est plein de mots avec le petit accent italien. Puis en portugais, c'est pareil. Mais nous, on cherche vraiment à mettre ça à notre main, à adapter à notre réalité linguistique. Comment vous expliquez ça, ce souci-là qu'on a, nous, puis que d'autres pays ne semblent pas avoir? C'est propre au Québec ou propre à la francophonie? C'est propre au Québec. Hein? C'est propre au Québec, c'est pas propre à la francophonie. Okay. Parce que la francophonie en général, je ne sais pas, mais ce n'est pas propre à la France, par exemple. Donc, si on discute d'intelligence artificielle avec… des Français, des collègues français.
C'est souvent, ils vont parler d'AI plutôt que d'intelligence, d'IA. Ils vont parler de machine learning plutôt que d'apprentissage automatique. Donc, ils vont parler de OK. dataset au lieu de jeux de données. Donc, et ça, je ne peux pas l'expliquer, ce phénomène-là. Mon collègue Claude ne se gêne pas pour parler de colonisation, mais je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Donc, de dire que les Français sont colonisés, je trouve ça assez fort, mais il n'y a peut-être pas tort. C'est peut-être un phénomène qui est en train de se faire présentement. Au Québec, historiquement, ben, on a un combat contre l'anglicisation Ouais. de par nos voisins qui est là. Donc, je pense qu'il y a un souci important. Je ne peux pas me prononcer sur le reste de la francophonie parce que je ne les connais pas. Mais je Nous, pense c'est parce que qu'au c'est Québec, il y a un une combat préoccupation. qu'on mène quand on doit traduire, par exemple, parce qu'on est appelé à traduire en français de France, Ouais. puis en français canadien, fait que c'est ça. Puis c'est la même chose quand on a des pigistes qui viennent d'Europe. Ouais. Ben, je dis que je ne peux pas me prononcer sur le reste de la francophonie, mais on trouve beaucoup d'équivalents français de termes anglais présentement dans les thèses qui viennent du Maroc et de l'Algérie. OK. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une terminologie française qui essaie de s'implanter là-bas Ouais. et que nous, on essaie de récupérer. Donc, où on va confirmer nos intuitions, on va comparer ce qu'ils ont fait à ce que nous, on propose, puis on va faire des Ah, liens il y a une dynamique qui sur des thèses. s'installe Là. là. Ah, c'est Ouais, intéressant. et Data Franca est un wiki, donc les gens, normalement, peuvent venir contribuer. Il n'y en a OK. pas beaucoup qui contribuent, mais les gens sont invités. Et autant les spécialistes de l'intelligence artificielle que les traducteurs, que les terminologues à venir, monsieur tout le monde, là, à venir Mhm. contribuer au wiki, puis à soumettre des termes, par exemple, pour lesquels on n'a pas d'équivalent français. Et là, notre équipe va essayer d'y arriver éventuellement là, pour trouver une équivalence française. Un Ah des oui. problèmes qu'on a, c'est que beaucoup de la recherche en intelligence artificielle est faite en anglais. Oui. Et ça, on a eu le lancement d'un livre, Les 101 termes de l'intelligence artificielle, il y a quelques semaines, en présence de Joshua Bengio, qui est Oh, un des prêtres de l'intelligence ouais. artificielle, Ouais. À du Québec, au trio, le Québec. triumvirat. Là. OK. Ah, je ne connais pas le triumvirat. Je connais Joshua de nom. Là. C'est un des trois bonzes avec Yann Lequin et j'oublie le nom du troisième, malheureusement. Ils ont reçu un prix Turing, qui est l'équivalent d'un prix Nobel en informatique. Oh, wow. Et M. Benjo reconnaissait effectivement qu'il y a beaucoup de recherche qui se fait à Montréal en anglais, donc avec des OK. publications en anglais, et que d'avoir un lexique en français comme ça est essentiel, parce que ça permet de rattraper ou de tenir le rythme en français sur le développement qui se fait en anglais. Alors, sur notre territoire, on fait du développement en intelligence artificielle, mais on le fait dans une autre langue que le français. OK, on le fait ça en anglais. OK, c'est ça, hein? J'ai compris. Ouais, Oui, je comprends. Je malheureusement, oui. comprends. Ouais. Je comprends. Même dans une institution comme l'Université de Montréal. OK, Mm. OK, OK. Il y a beaucoup de mémoires. Si on regarde, il y a beaucoup de mémoires qui sont publiées au département d'informatique en anglais. C'est accepté. OK. Ouais. Parce que je sais qu'à l'Université Laval, ben, vous savez comme moi, puisque vous êtes passé par là, quand il y avait des étudiants étrangers qui ne maîtrisaient pas, à leur arrivée, le français, puis qui venaient faire un doctorat, c'était très clair qu'ils devaient présenter leur thèse en français, même Oui, si c'était obligatoire. il y a une dérogation possible à l'Université de Montréal ça demande une dérogation, là, mais c'est parce qu'en OK. intelligence artificielle, présentement, tout le monde veut travailler avec Joshua Bengio. Ben, là, ils viennent de partout dans le monde. Donc, Donc, l'anglais la devient. majorité n'est pas canadienne. Ouais. On a une question ici. Y a-t-il Oui. un partenariat entre le QLF pour faire accepter les nouveaux termes en intelligence artificielle? Est-ce On que c'est aimerait bien. validé? Oui? On aimerait bien, mais non. En fait, ils ont travaillé un peu. Ils étaient impliqués, ils ont soutenu Data Franca au départ dans la création du lexique. Présentement, on est financé par le Fonds de recherche du Québec, donc le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, qui nous finance. On n'a pas d'entente officielle avec l'Office. Nous, on regarde toujours ce que l'Office a fait. Donc, quand l'Office a proposé quelque chose dans le glossaire, on va le mettre dans Data Franca et on va faire un lien vers la fiche de l'Office. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas là. Et nous, on se concentre habituellement sur ce qui n'est pas là, justement pour essayer de proposer
des équivalents, on va en proposer 2 ou 3, en espérant qu'il y en ait un qui s'implante et qui soit ensuite recensé par l'Office si c'est implanté. On n'a malheureusement pas de lien officiel ou de collaboration officielle avec l'Office, mais on y travaille. C'est super. Alors, c'est en train de se mettre en place. Je ne sais pas, là, je vois que le temps passe. Est-ce qu'il y en a qui ont, parce qu'on voulait faire ça un petit peu plus là, comme une conversation, est-ce qu'il y en a qui ont des observations, des questions posées? Non, on va partir sur, on va parler d'autres choses aussi. On a plein de choses à dire parce qu'il y en a une dernière question. Bonsoir. Oui, vas-y, Lise. Ah, salut, Lise. Oui. Ça va? Oui, ça va, toi? Oui, bien, merci. Moi, j'avais un petit commentaire. J'ai entendu une théorie. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire que tu disais que nous, au Québec, on s'efforce de trouver des équivalents. En France, non. J'avais entendu une théorie que ce serait un peu l'insécurité langagière qui ferait que nous, ici, on a peur de se faire envahir par l'anglais, donc on se force pour franciser tout, contrairement aux Français qui n'ont pas cette insécurité. Donc, c'est juste un petit commentaire parce que tu te demandais d'où ça venait. Oui, là. moi, je suis d'accord un petit peu que c'est ça, parce qu'on est dans une mer d'anglophones, là, c'est un peu ça, c'est la réalité, hein? Oui. C'est un C'est ça, fait. comme monsieur Donc, disait tantôt sur le Maroc, l'Algérie, je ne sais pas, eux autres, si le français est menacé là-bas, par exemple. ah, c'est Ben, pas bien. il sert de véhicule pour la culture scientifique, là, beaucoup. Il y a des travaux pour avoir des langues locales la langue locale, pour avoir une terminologie dans la langue nationale, mais ça passe malheureusement encore par le français beaucoup. Oui. Est-ce que je pourrais répondre à cette question, s'il Vous vous êtes plaît? mieux placé que moi, je pense. Oui, Oui, on parce que t'écoute. moi, je suis à moitié française et à moitié marocaine. Donc, je pense que Ah, c'est pour ça que je peux y répondre. Donc, en fait, ce qui est très à la mode en ce moment au Maroc, c'est de parler en anglais. Parce qu'au Maroc, ils suivent beaucoup les Français de France et les Américains. Ça a toujours été comme ça. Enfin, je veux dire, toujours depuis au moins 50 ans. Et comme en France, c'est très, très, très à la mode de parler en anglais parce que ça fait brancher, ça fait éduquer. Donc, alors, on parle de le challenge. Donc, en fait, tout le monde a embarqué là-dedans, même les professeurs, les chercheurs, les gens, les gens qui travaillent dans le domaine des affaires. Donc, c'est vu comme quelque chose de très, très coté de s'exprimer en anglais plutôt qu'en français. Au Maroc, comme ils les suivent, c'est la même chose. Donc maintenant, les Marocains préfèrent parler en anglais pour montrer en fait leur statut. Et Lise avait dit, enfin, ils avaient aussi expliqué l'autre raison. OK. C'est intéressant. Puis, je vois ici que la langue n'est pas... en Algérie, on a un commentaire là, comme de quoi la langue en Algérie... Ah, mais ils aiment beaucoup les mots anglais aussi. OK, en Algérie. OK. Il n'y a pas de... OK. C'est intéressant. Maintenant, comme le temps passe, j'avais une dernière petite question pour Patrick que j'ai testée avant, avant qu'on commence l'émission au sujet du fameux chat GPT. Savoir si on pouvait interroger, poser une question au chat GPT du genre peux-tu me sortir le lexique, mettons, sur les oléoducs, faire un lexique sur les oléoducs anglais-français avec Diatopix. Alors, qu'est-ce que j'obtiendrais comme réponse si je posais cette question-là? C'est une excellente question. Je l'ai pas. Je sais que la dernière partie de la phrase, le avec Diatopix, n'est pas possible parce que ChatGPT est en vase clos. Donc, ChatGPT n'a pas accès à Internet. Donc, il est un moteur de langue, un modèle de langue, pardon, qui est autonome. Et il ne peut pas aller interroger des pages web. Donc, il n'a pas accès à Internet. Je pense qu'ils ne lui font pas confiance, là, mais donc, il ne pourrait pas répondre pour le avec Diatopix. Est-ce qu'il est capable de générer un lexique bilingue? Sûrement. Est-ce qu'il est capable de générer un lexique bilingue fiable? Je ne sais pas. Parce que c'est un modèle de langue, qui est prévu pour générer du texte. Et il génère donc du texte et il le fait très bien, mais parfois il fabule. Et il a une attitude un peu sûre de lui, où il va de l'avant et il répond aux questions.
Mais si on vérifie, parfois ces réponses, elles sont fausses. Et on peut lui demander des questions complètement absurdes et il va trouver des réponses. Donc, il faut faire attention. Moi, je lui ai demandé, comme j'expliquais dernièrement, qu'on peut faire, je lui ai demandé de générer des bibliographies. Donc, génère-moi une bibliographie sur l'extraction automatique de termes. Et il m'a généré une magnifique bibliographie avec des auteurs, des titres de livres, des maisons d'édition, un nombre de pages, mais il n'y a aucun des livres et des articles dans cette liste-là qui existait. Donc, c'était inexistant. Donc, il génère des choses, mais est-ce que ce qu'il génère est vrai? Ça, il n'y a pas de validation de cette chose-là. Donc, il faut être prudent. Peut-être qu'il ferait la même chose avec le lexique. Ou si, dans son indexation du web, il a déjà vu un lexique, peut-être qu'il peut restituer cette information-là. Je serais curieux de l'essayer. Est-ce qu'il peut aller dans des sites, je ne sais pas si c'est un site web, Google Scholar, par exemple, aller consulter des thèses de doctorat ou des choses comme ça, des articles scientifiques? Non, il ne peut pas les consulter parce qu'il est en vase clos, mais il a probablement été entraîné sur ce contenu-là. Donc, ça fait probablement partie de sa base d'entraînement. C'est pour ça qu'il est si bon en traduction, c'est parce qu'il est entraîné sur les pages traduites du gouvernement canadien, entre autres. Donc, il a été entraîné sur une grande partie du web et probablement que les articles scientifiques qui sont disponibles dans Internet ont été fait partie du matériel d'entraînement. Il a été entraîné sur beaucoup de codes de programmation publics et c'est pour ça qu'il est capable de programmer. Donc, on peut lui demander de générer du code PHP pour une fonction en particulier et il va le faire. Et ça fonctionne. Ça va bien marcher. OK, c'est oui, ça. Ça marche bien. Il est vraiment bien, mais c'est parce qu'il a appris justement sur tous les efforts de tous les programmeurs qui rendent leur code public dans Internet. Il y a quelque chose d'un peu tordu et de malsain dans ça. Comme s'il est si bon en traduction, c'est grâce à vous. Oui, c'est un peu ça. Puis, en plus, on va nous le faire payer. J'ai entendu dire que là, il y a une licence de 235 $ par année pour utiliser ChatGPT. Actuellement, je ne sais pas c'est quoi la différence avec la version gratuite, là. Mais donc, on lui donne tout, puis en plus, il faut le payer pour qu'il fasse le travail. OK, d'accord. Voilà, on dirait le milieu des publications scientifiques. C'est un peu le même principe. Oui. D'accord. Oui, je vois. Donc, c'est plutôt l'éthique, le côté éthique, le côté moral là, qui nous dérange. Et vérifier ses réponses. Double vérifier, contre-vérifier ses réponses parce qu'il a l'air sûr de lui, mais il ne l'est pas tout le temps. OK. Ici, on a une autre question. Est-ce qu'on peut se fier à Diatopics pour suggérer des termes à mon entreprise? Là? On peut se fier autant qu'on peut se fier à Internet. Donc, ce sont des résultats qu'on va chercher par Google. Ce sont des requêtes Google. Donc, si vous pouvez vous fier à ce que Google va chercher, alors oui. Je pense qu'on on lance des requêtes de façon assez ciblée pour aller chercher exactement ce qu'on veut. Donc, ça donne une idée des grandes tendances. Quand c'est très marqué comme bitume et asphalte, là, on peut voir très clairement au Québec, au Canada, c'est asphalte. Quand c'est kiff-kiff, là, je prendrais... Ou quand il y a une légère différence, là, je ne trancherai pas catégoriquement. OK. Mais ça vient d'Internet. Donc, est-ce qu'on peut se fier à Internet? Une façon, c'est d'aller voir dans les onglets ce qui a été interrogé. Donc, une fois qu'on a fait une requête, vous avez un onglet Francophonie, Canada, Suisse et compagnie. Vous pouvez aller voir les documents qui ont été recensés. Ça vous donne une idée de la fiabilité de la chose. Est-ce que les tendances, justement, au point de vue diachronie, changent rapidement? Justement, comme le vocabulaire de la pandémie, ça a dû évoluer rapidement dans les semaines qui ont suivi le déclenchement officiel de la pandémie puis la recherche. Oui, ça a vraiment changé rapidement. Je pense que ça s'est stabilisé assez vite, là. Mais dans les premières semaines, j'ai fait une étude avec un collègue qui s'appelle Michael Dow sur
l'hésitation entre le COVID et la COVID dans les premières semaines. Ah oui. Et je me rappelle. c'était vraiment assez intéressant de voir la dynamique là, de passage suite aux recommandations de Radio-Canada et surtout de voir la réaction des gens face à ça. Donc, Radio-Canada, l'Office québécois ont réagi très, très rapidement suite à des décisions de l'OMS. Et là, on a vu tout de suite les sites canadiens où nous, on a interrogé Twitter, on a interrogé la presse, on a vu les utilisateurs suivre les recommandations. Oui. Très rapidement, Oui, on a vu basculer vers le féminin. Le féminin. Et l'Académie s'est prononcée beaucoup plus tard et on a vu qu'il y a eu peu d'impact de la recommandation de l'Académie. Les Français ont juste dit on garde l'usage qu'on a. Donc, il y a comme une attitude face aux institutions linguistiques qui est intéressante. Et on a vu le territoire africain qui est un gros bassin, là, mais l'usage s'est aligné sur les recommandations. Je ne me souviens plus si c'était de l'Office ou si c'était suite à l'Office ou suite à l'Académie, mais ils ont eu une réponse positive à la suggestion par une institution. Ce que les Français n'ont pas eu du tout. C'est donc intéressant. Oui, c'est intéressant de voir l'usage. Donc, ça a bougé beaucoup parce que les terminologues en entreprise, à Radio-Canada, entre autres, essayaient de survivre à tout ce brouhaha-là. Là, je me souviens d'avoir parlé à Nathalie Bonsin de Radio-Canada pour comprendre comment ça s'était passé à l'interne. Et eux, il y avait des journalistes qui piaffaient, puis qui avaient besoin d'équivalence, puis qui avaient besoin de termes. Oui. Donc, ça a bougé très, 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 très vite. Cette chose-là. Peut-être qu'on pourrait l'étudier à partir de Google dans le temps. On a fait Diatopics pour l'espace. On pourrait faire chronologique. Ça fait longtemps que je l'ai en tête là, pour le temps, mais on a beaucoup de difficultés à utiliser l'espace-temps dans Google. De façon intéressante parce que ce qu'on a, c'est une date d'indexation des documents par Google. Ça ne veut pas dire que ça a été publié à cette date-là. Donc, ça peut être un document de 1971 qui vient d'être mis en ligne. Oui. Donc, on ne peut pas se fier à la date de mise en ligne. On ne peut pas le faire encore. OK. Peut-être en diachronie courte, là, donc sur un petit espace de temps, on pourrait le faire parce que là, les documents sont sortis et indexés. OK. Il y a peut-être moyen de le faire, mais on ne l'a pas essayé encore. Ah mon Dieu, mais vous ne manquerez pas d'ouvrage. Hein? Vous allez toujours avoir projet par-dessus projet. Oui, il faut juste les finir. Oui. Et ça, je ne suis pas très bon. Non, je pense que de toute façon, c'est des projets qui se transforment plutôt que. Je pense qu'ils n'ont pas de fin, c'est qu'ils se transforment en d'autres choses. Est-ce qu'il y en a qui ont des observations ou des questions? L'épisode tire à sa fin. Alors, si vous avez des commentaires ou sinon, je vais mettre l'enregistrement sur la page de Trad Inter, l'enregistrement de l'émission, sur le site YouTube de Trad Inter aussi, sur la chaîne YouTube. Et puis, évidemment, sur la nouvelle page de l'incontournable Diatopics. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire rapidement parce que vous voyez que ça va être une mine de renseignements. Puis, on a en plus M. Drouin qui fait partie des abonnés. Alors, on est très, très chanceux. Bien, merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. Et merci puis, pour l'invitation. Vous êtes toujours le bienvenu. Hein, si vous avez d'autres choses dans quelques mois, venir nous parler de thermostat ce printemps, vous êtes le bienvenu. Avec plaisir. Ouais, quand la nouvelle version sera en ligne, la version 4, là, on aura le nouveau serveur, la nouvelle interface, je pourrais venir vous le présenter. Oui, Lise, tu avais une question à poser? Ah, je vais vous donner le micro, c'est vrai. Non, en fait, j'applaudissais. Ah, t'applaudissais? OK. Il y a des petites mains. Ah oui, c'est vrai. On vous applaudit, Patrick. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au plaisir. Bonne Bonsoir soirée tout le monde. Au revoir.